par les juges Falcone et Borsellino. Chefs d'entreprise influents, fonctionnaires, directeurs de banque et politiciens locaux côtoient des serveurs ou des mécaniciens. Ces derniers sont en réalité des tueurs professionnels. Toutes les tentatives de sabotage du procès échouent. Contre toute attente, le tribunal ne se laisse pas intimider. Souvent, les témoins se rétractent parce qu'ils sont victimes d'intimidation. Et pour cause. Cela fait plus d'un siècle que la Cosa Nostra bénéficie d'une totale impunité. Le bruit commençait à courir que cela ne servait à rien, que ça ne faisait que nuire aux Siciliens et à leur image dans le monde. C'était une tentative pour affaiblir le procès. Je crois que je ne suis pas le seul à ne pas avoir dormi la nuit précédente, en partie à cause de l'immense responsabilité de devoir relater le procès des procès. Dès le deuxième jour, nous avons réalisé que nous assistions à un événement historique. Le procès se conclut par des condamnations à des peines maximales. Falcone et Borsellino ont porté à la Cosa Nostra le coup le plus sévère de son histoire. L'arrêt, rendu au mois de décembre 1987, révèle une chose sensationnelle. La mafia existe, c'est une organisation pyramidale dont les dirigeants ont des relations avec la politique. Et ce n'est pas tout. Alors que jusqu'ici, de nombreux jugements avaient été annulés pour de prétendus vices de procédure, la Cour suprême de Rome confirme les verdicts en 1992. L'événement marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Italie d'après-guerre. La réaction de la Cosa Nostra ne se fait pas attendre. L'organisation commence à faire le ménage dans ses propres rangs. Boss et politiciens chargés des contacts avec la démocratie chrétienne sont éliminés. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le parti avait pratiquement le monopole du pouvoir. Aujourd'hui, il est en pleine déliquescence. Falcone avait immédiatement compris. Il avait donné l'alerte, mais personne ne l'a écouté. Il avait dit « Le volcan est entré en éruption, désormais tout peut arriver ». Et en effet, les massacres de Capaci et de Via d'Amelio ont suivi, et lui-même et Borsellino ont été assassinés. En une année, la mafia a fait comprendre qu'elle détient toujours le contrôle total du territoire et de la vie de cette région. En 1993, un Sicilien sort de l'ombre. Il fonde le mouvement politique Forza Italia pour le compte de son ami, l'homme d'affaires milanais Silvio Berlusconi, qui n'a jamais révélé l'origine de son capital de départ. En 1994, Berlusconi devient président du Conseil. Le siège de la Direction nationale antimafia à Rome est placé sous haute surveillance. L'histoire de la mafia en Italie ne se résume pas à la lutte contre la mafia, mais aussi à la cohabitation avec elle. Une cohabitation faite de négociations et de dialogues qui s'est déroulée parallèlement à la lutte. Comme s'il y avait un État double qui d'un côté combat et de l'autre dialogue et cohabite. Mai 2009. Dans la salle d'audience du maxi-procès de Palerme, on commémore les attentats perpétrés contre Falcone et Borsellino. Des lycéens engagés dans le mouvement anti-mafia, des familles de victimes, de hauts représentants de l'État participent à la manifestation. Beaucoup de beaux discours et beaucoup de non-dits. Après les attentats de Capaci et de Via d'Amelio, de réelles négociations ont été engagées. Car, je le répète, le dialogue n'a jamais été rompu. C'est comme si les massacres, les épisodes les plus sanglants, ne représentaient pas seulement une lutte subversive de la mafia contre l'État, mais surtout un rappel à l'État pour qu'il respecte les pactes. Un appareil d'État parallèle qui passe des accords avec la mafia.
Que signifie cette allusion? Voyage à Corleone, bastion légendaire de la mafia en Sicile. C'est ici que l'organisation est née, fondée par des régisseurs de domaines auxquels les grands propriétaires terriens confiaient les pleins pouvoirs. Ces hommes étaient à la fois collecteurs d'impôts, vigiles armés et juges. Les mafieux les plus connus d'après-guerre sont originaires de la petite ville de Corleone. Luciano Liggio, Toto Riina, Bernardo Provenzano ou encore Vito Ciancimino, qui deviendra maire de Palerme. Après la Deuxième Guerre mondiale, le docteur Michele Navarra devient le chef tout-puissant de la mafia. Il n'hésite pas à tuer lui-même les témoins gênants, y compris des enfants. Mais il s'oppose à la jeune génération du clan de Corleone qui veut faire main basse sur Palerme en s'attaquant à l'aristocratie mafieuse. Après avoir éliminé Navarra, ses rivaux passent à l'attaque. Une attaque brutale et impitoyable. Au début des années 80, cette série de meurtres déclenchera à Palerme la guerre des mafias la plus sanglante de tous les temps. Mais les mafieux de Corleone sont vaincus par l'État et grâce aux confessions de chefs repentis de la Cosa Nostra de Palerme. Un centre international de documentation anti-mafia est créé à Corleone sur une idée de l'ancien maire de la ville. Pourquoi ce centre? Pour se souvenir qu'à Corleone, il y a eu la mafia la plus puissante, la plus féroce et la plus enracinée du monde occidental. Mais aussi pour qu'on sache qu'à Corleone, on a mené un combat contre la mafia. Ce lieu en est un témoignage concret. Les dossiers du maxi-procès relatent une défaite de la mafia, mais non sa fin. Car tout au long de son histoire, elle s'est toujours relevée. À la fin du XIXe siècle, les ouvriers agricoles et les paysans pauvres de Sicile se regroupent sous la bannière du tout jeune Parti socialiste italien. Le mouvement, basé à Corleone, a pour slogan « La terre appartient à ceux qui la travaillent ». Il est violemment réprimé par l'État. Les mafiosi reprennent dès lors leur rôle de gardiens de l'ordre au service des nobles et des grands propriétaires terriens. En 1915, ils assassinent sur ordre de leur patron, Bernardino Vero, le maire socialiste de Corleone. Dans le parc de Corleone, le buste de cet adversaire de la mafia est régulièrement la cible d'actes de vandalisme. Quelquefois même, il est volé. Il a fallu réinstaller la statue à plusieurs reprises. Elle a été plusieurs fois l'objet de vandalisme, parce que le personnage et l'œuvre de Bernardino Vero dérangent aujourd'hui encore la mafia de Corleone, qui est la plus ancienne mafia du fief. L'Italie du Sud a une longue tradition d'émigration. Ses habitants sont partis par centaines de milliers pour tenter leur chance aux États-Unis. Parmi eux, des mafiosi qui emportaient avec eux leur savoir-faire en matière d'organisation secrète et leur sens de l'honneur meurtrier. Ils noyautent les associations d'immigrés italiens et dominent rapidement les gangs issus des immigrations irlandaises et juives. La mafia cherche toujours la proximité du pouvoir. Lors des élections, les mafiosi monnaient les voix de leurs compatriotes et prennent rapidement de l'influence dans la politique intérieure américaine. Et comme au pays, ils continuent de racketter les membres de leur communauté en échange de leur protection. L'opinion publique américaine rejette ces immigrés criminels. Pendant ce temps, un silence trompeur règne à Palerme. Il n'est pas question de la mafia. Sur le plan culturel, la ville prétend toujours rivaliser avec Paris et Londres. Jusqu'en 1893. Cette année-là, la mafia frappe très haut. Le journaliste et écrivain Gian Mauro Costa est originaire de Palerme. Il travaille sur l'histoire d'Emanuele Notar Bartolo,
ancien maire de Palerme, devenu directeur de la Banque de Sicile. Le 1er février 1893, 2 hommes assassinent Notar Bartolo dans un compartiment de train. Notar Bartolo avait découvert que des mafiosi et des notables volaient la Banque de Sicile. De plus, il souhaitait accorder des crédits aux ouvriers et aux petits paysans désireux d'acheter des terres. 2 bonnes raisons de l'éliminer. Après l'assassinat de Notar Bartolo, le mot mafia fait le tour de l'Italie pour la première fois. Gian Mauro Costa a découvert dans les archives de sa famille une correspondance. Une jeune parente, partie rejoindre son mari à Milan en 1901, suit le procès des commanditaires du meurtre de Notar Bartolo. À Palerme, la tante de la jeune femme rejette l'idée que la haute société sicilienne peut avoir des liens avec cette obscure mafia. Pour elle, il s'agit d'une rumeur malveillante propagée par les Italiens du Nord. Elle écrit « Nous, les gens du Sud, serions tous des criminels arriérés et incultes, sous prétexte que nous restons attachés à notre foi et que nous défendons la dignité et la grandeur de nos hommes. Ce Nord sans foi ni loi se croit-il tout permis ?» Mon Dieu, répond la nièce, c'est de justice qu'il s'agit. De lettre en lettre, le ton monte. Le conflit Nord-Sud divise la famille. En 1904, le commanditaire du meurtre de Notar Bartolo, un homme politique sicilien lié à la mafia, est acquitté. La Sicile est en liesse. Le 12 mars 1909, un homme est abattu sur la Piazza Marina à Palerme. La victime, Joe Petrosino, est un policier américain originaire d'Italie du Sud. À New York, il a combattu la branche américaine de la Cosa Nostra. Selon Gian Mauro Costa, il voulait également démasquer l'organisation sur sa terre d'origine, la Sicile. Mais Petrosino sous-estime la mafia. Bien qu'il séjourne à Palerme incognito, l'organisation le localise et l'attire dans un piège mortel. Après l'assassinat d'Emanuele Notar Bartolo, la mort de Petrosino est la preuve de l'existence de la mafia. Mais il vaut mieux ne pas en parler. À New York, 200 000 personnes assistent aux funérailles du policier. Mais si Petrosino est mort, la mafia, elle, est bien vivante et de plus en plus puissante. Alors, il vaut mieux s'en accommoder. Une attitude qui perdure encore. Les crimes de la mafia ont longtemps été classés dans la catégorie délinquance de bandes organisées. La phrase ricorrente era si ammazzano tra di loro. On disait alors, ils se tuent entre eux. Cela ne représentait donc pas un danger pour la société, puisqu'il s'agissait de règlements de compte au sein même de la mafia. Et on n'avait donc pas à s'en soucier. Ce dont on ne se rendait pas compte, c'est que la culture de la mafia s'enracinait dans cette ville et corrompait tout. Quand la Première Guerre mondiale éclate, on resserre les rangs dans tous les pays. À la fin de la guerre, les bolcheviks ont pris le pouvoir en Russie et des partis communistes se créent en Europe occidentale. Pour les masses laborieuses d'Italie du Sud, c'est un nouvel espoir. Dans toute la Sicile, on assiste à une vague de grèves, de révoltes et d'occupation des terres. Andiamo! Andiamo! Jusque-là, les grands propriétaires terriens avaient défendu bec et ongle le système féodal. Mais entre 1918 et 1922, ils comprennent que la donne a changé. Face à ces masses disciplinées et organisées politiquement, la mafia ne leur est plus d'aucune aide. La dictature fasciste de Benito Mussolini met alors brutalement fin à toute forme de mouvement social. Le Duce ne supporte pas l'idée d'une Italie sous-développée. Il entreprend une modernisation radicale de l'Italie du Sud pour prouver la supériorité de son système.
Il fait mécaniser des fermes, construire des cités modèles et ouvrir des écoles de prestige. Cependant, Mussolini ne touche pas au pouvoir des grands propriétaires terriens de Sicile. Quant à la mafia, il ne tient pas compte de son existence. Quand Mussolini s'est rendu en Sicile pour la première fois, il est arrivé escorté par les gendarmes et la police, comme c'est la règle pour les visites d'État. Un mafieux lui dit alors « Excellence, en Sicile, vous n'aviez pas besoin d'amener gendarmes et policiers, nous nous serions chargés de tout. » Cet épisode a heurté la susceptibilité de Mussolini, qui était convaincu, avec raison, d'être le seul à commander l'Italie. Il n'admettait pas l'existence d'une autre autorité. De retour à Rome, il a décidé de faire la guerre aux mafieux. Le Duce envoie le préfet Cesare Mori en Sicile et lui donne les pleins pouvoirs. Selon lui, la mafia était un problème criminel. Il a donc employé des moyens militaires. Cesare Mori va plus loin. Pour débusquer les boss de la mafia, il emploie la torture et une répression massive contre la population. Mais la plupart des mafieux sont avertis et ont le temps de se cacher. En observant la situation sicilienne, Mori comprend que les mafieux ne sont pas que des gardes privés ou des hommes de main, mais qu'ils portent la chemise noire et qu'ils sont donc fascistes eux aussi. Alors il fait pression sur le parti fasciste national. Suite à cela, il est rappelé à Rome et nommé sénateur. Le régime ne parle plus de mafia et la mafia continue d'exister pendant la période fasciste. Mussolini est renversé en juillet 1943. L'idéologie fasciste et son empire usurpé s'effondrent. Les mafias d'Italie du Sud ont à nouveau le champ libre. Leur âge d'or commence. Pendant ce temps, la branche américaine de la Cosa Nostra est à l'apogée de sa puissance. Elle a fait fortune grâce au trafic d'alcool né avec la prohibition et au nouveau marché de la drogue. Des parrains légendaires comme Al Capone ont montré comment éliminer par la violence les concurrents, contrôler les marchés et corrompre politiciens et forces de l'ordre. L'un de ses parrains survit miraculeusement à un règlement de compte. Cette chance lui vaudra le surnom de Lucky Luciano. Pour éliminer tous les gangs rivaux, y compris les communautés italiennes organisées, il est encore plus violent que son modèle Al Capone. Il s'allie à Meyer Lansky, chef de la mafia juive. Avec des complicités de toutes origines, ils mettent la main sur les activités illicites les plus rentables du pays. Y compris celles interdites jusque-là par la mafia sicilienne, comme par exemple la prostitution. Après avoir noyauté, corrompu et écrasé le mouvement syndical américain, la Cosa Nostra entre à la bourse de Wall Street. Pour les masses qui se retrouvent au chômage après la crise de 29, elle est l'un des seuls employeurs encore solvables. Dans ce contexte, l'État américain charge la mafia de mettre fin à des actes de sabotage dans le port de New York. Pour finir, les services secrets de la marine américaine contactent Lucky Luciano, alors condamné à une longue peine de prison. Les Alliés préparent le débarquement de Sicile. Ils chargent Luciano d'organiser les contacts avec les chefs de la mafia. Les militaires ne font pas la fine bouche. Au fond, puisque Mussolini les a persécutés, les mafiosi ne sont-ils pas des antifascistes? De plus, ils sont farouchement anticommunistes. Après avoir débarqué en Italie du Sud, les Alliés ont besoin d'une situation stable, sans agitation sociale, pour pouvoir continuer leur progression vers le nord. Ils s'appuient donc sur des chefs mafieux, comme par exemple le parrain Carlo Vizzini. En juillet 1943, le débarquement allié en Sicile commence par une violente offensive aérienne. Puis
Puis, les Alliés entament l'une des opérations les plus secrètes de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Juste après le débarquement, des officiers américains invitent des représentants de la mafia sur la passerelle de commandement de leur navire. La mafia savoure son triomphe. À terre, les Alliés sont accueillis par une foule en liesse. Et pour cause, de nombreux GI sont des descendants d'immigrés siciliens. La fraternisation entre Siciliens et Américains est immédiate et durable. Elle se prolonge jusqu'à nos jours. Don Calo Vizzini, le parrain des parrains, est l'homme de la situation. Sous des dehors mal dégrossis, il joue un rôle clé dans toutes les activités lucratives de l'île. Sa famille compte quelques membres du clergé. Il est en contact direct avec le cardinal et donc avec le Vatican. Du coup, les gens simples de la campagne le considèrent presque comme un saint. Quand les Américains l'invitent dans leur quartier général, il est adulé comme un dieu. N'oublions pas que le débarquement en Sicile s'est déroulé avec l'aide massive de personnages mafieux auxquels on a même confié des charges politiques. Ils ont été nommés maires de certaines municipalités et ont obtenu ainsi une sorte de légitimité. Mr. Don Calo Vizzini, è con piacere che il militare comando vi nomina sindaco di Villalba. Naples est libérée en octobre 1943. La ville devient la base de ravitaillement des forces alliées et de l'aide humanitaire venue d'outre-Atlantique. Les cargos américains déversent dans la ville détruite et affamée des millions de tonnes de charbon, de farine, de maïs, de conserves et de matériel militaire, mais aussi des quantités astronomiques d'alcool et de cigarettes. L'avocat américain Charles Poletti, issu d'une famille de la région, est nommé gouverneur militaire de l'Italie du Sud occupée. Comme d'autres militaires haut placés, il s'enrichit grâce au marché noir des cigarettes américaines. Les Américains disposaient de plus de denrées, de cigarettes, de nourriture qu'ils n'en consommaient. Et les Napolitains sortaient de la guerre, appauvris et sans ressources. Les surplus américains étaient vendus au marché noir aux contrebandiers. La marchandise de contrebande provenait donc des Américains. On assiste à des carrières étonnantes. Vito Genovese, recherché pour meurtre aux États-Unis, fait du trafic de cigarettes américaines à grande échelle. Il a d'excellentes relations avec Charles Poletti. Un autre gros bonnet de la mafia américaine va s'établir à Naples, où il devient un homme d'affaires respecté, Lucky Luciano. Il modernise les mafias d'Italie du Sud sur le modèle américain. Pour certaines raisons sociales, la contrebande était tolérée. La vente des cigarettes s'effectuait jusque sous les murs de la préfecture. On voyait des policiers qui allaient acheter des cigarettes de contrebande. Il ne semblait pas y avoir de mal à cela. Au point que quand la répression a commencé à Naples et que les canaux à moteur qui servaient à la contrebande ont été saisis, les gens se sont mis en grève et ont manifesté. À Naples, la mafia fait des affaires florissantes. En Sicile, elle cherche à s'établir sur le terrain politique. Juste après la guerre, les partis communistes et socialistes mobilisent de plus en plus de monde en faveur de la réforme agraire, nécessaire depuis longtemps. Ils réclament en plus l'abolition de la monarchie au profit d'un État républicain. La plupart des barons locaux et des grands propriétaires terriens redoutent l'avènement d'une république populaire de type socialiste. Une nouvelle fois, la mafia est mise à contribution pour contrer la gauche et les syndicats. Mais la violence à elle seule ne suffit plus à contenir les revendications de réforme. La situation empire quand la gauche remporte les premières élections régionales libres de Sicile. Le 1er mai 1947, une fête populaire est organisée dans la vallée de Portella della Ginestra, dans l'arrière-pays sicilien. Les grands propriétaires terriens de Sicile réclament alors l'indépendance de l'île.
et demandent au gouvernement américain d'en faire le 49e État de l'Union. Mais avant cela, il faut stopper la progression de la gauche, par n'importe quel moyen. La mafia en fera son affaire. Elle contacte Salvatore Giuliano, jeune chef charismatique d'une bande de malfaiteurs comme il y en a tant à l'époque. Il est chargé de donner une leçon à la gauche et à ses électeurs siciliens. Un bain de sang rendra ses dirigeants plus dociles et fera passer à la population l'envie de suivre ses mots d'ordre. Les auteurs du massacre du 1er mai 1947 tirent sur des femmes et des enfants. Ils ne seront jamais identifiés avec certitude. Jusqu'à nos jours, l'affaire demeure un secret d'État. Le bilan est lourd. 11 morts, dont 4 enfants, et plus de 30 blessés graves. Après le massacre, Salvatore Giuliano et son bras droit seront liquidés. Tous les indices permettant de remonter jusqu'à la mafia, à des commanditaires ou des complices, ont disparu. Aujourd'hui encore, les survivants demandent en vain pourquoi l'Italie refuse obstinément de faire toute la lumière sur ce crime. Maman a tout de suite été touchée. Elle n'a pas dit un mot. Elle a mis sa main comme ça. En me retournant, j'ai vu le sang couler de son nez et de sa bouche. J'ai dit, « Maman, c'est quoi ce sang ?» Elle a levé les yeux sans rien dire. On l'a soutenue tant qu'on a pu. Quand ça n'a plus été possible, on l'a étendue par terre. Nous étions couverts de sang. Puis peu après, ils ont recommencé à tirer. En rentrant chez nous, nous avons rencontré mon frère. Il a dit, « Papa, ils ont tué le cheval. » Nous avons répondu en pleurant, « Ils ont fait pire. Ils ont tué maman. » Il a mis sa main comme ça, sans un mot, sans une larme. Nous, gens de gauche, on nous surveillait comme des délinquants. Ces gens-là, ils ont tiré sur des honnêtes gens pour soutenir les délinquants. Et nous voulons savoir d'où cela est venu. Avant de mourir, je voudrais connaître la vérité sur Portella della Ginestra. Après le massacre, les attentats contre les partis et les syndicats de gauche continuent. Des dizaines de permanents sont assassinés ou disparaissent sans laisser de traces. Des chefs mafieux comme Genco Russo se lancent dans la politique. Don Carlo Vizzini est traité en chef d'État par les cardinaux. Dès lors, la structure du pouvoir des mafias a été modifiée. Juste après la guerre, elles ont pris part à la tentative de séparatisme sicilien. Puis, après l'accord de 1948 avec la démocratie chrétienne, elles ont renié le séparatisme et sont entrées librement dans l'État italien, avec des connexions dans les partis au pouvoir de la République naissante. Di potere della nuova Repubblica. Il cavaliere Giuseppe Genco Russo è l'uomo che farà gli interessi dei Mussumeli. Concittadini, votate il numero 8 della lista della Democrazia Cristiana. Votate Genco Russo. 20 ans plus tard, en 1968, une nouvelle tempête éclate. Le système démocrate chrétien vacille sur ses bases. On parle même de coup d'État militaire. Pour faire tourner son industrie, l'Italie du Nord a fait venir du Mezzogiorno des milliers de jeunes ouvriers pour les exploiter sans vergogne. À présent, ils se révoltent massivement, soutenus par les étudiants de gauche. Dans le sud, la contestation dénonce le pillage et l'appauvrissement de la Calabre, l'un des bastions historiques de la mafia. Sur son territoire,
l'Ndrangheta Calabrese parvient à canaliser la révolte au mieux de ses intérêts. Mais entre 1968 et 1970, la démocratie chrétienne, la mafia et l'Église catholique voient vaciller le système qui leur permet de se partager le pouvoir. Dans le secret d'une loge maçonnique, elle prépare le passage de la démocratie à un système autoritaire, avec un président tout-puissant. Elles ont le soutien des services secrets américains qui s'intéressent de près à l'Italie, membre de l'OTAN. Objectif, neutraliser les communistes, les syndicats et l'ensemble de la gauche, et prendre le contrôle de la presse, de la radio et de la télévision. L'homme fort de la loge P2 s'appelle Licio Gelli. Il a des relations avec la présidence américaine et les parrains de la mafia. À l'apogée de son pouvoir, l'homme de l'ombre commande aux services secrets italiens, à une partie des carabiniers et de l'armée. Parmi les membres de la loge secrète, on trouve le nom d'un entrepreneur milanais, un certain Silvio Berlusconi. C'était une vraie loge maçonnique, dont les membres étaient représentants des services publics, de la magistrature et des forces de l'ordre. Mais elle était infiltrée par des personnages très discutables, proches de clans et de groupes mafieux. Ce qui les unit, c'est la peur du communisme. Il faut comprendre la position de l'Italie pendant les années de la guerre froide. Ses frontières touchaient aux deux blocs. Son parti communiste était le plus fort d'Europe. Elle représentait donc un risque pour le bloc occidental. Un passage au socialisme de l'Italie aurait représenté un grave problème pour l'OTAN et pour l'équilibre mondial. Pendant cette période, les mafias étaient indispensables au maintien des équilibres, grâce à leur anticommunisme, surtout dans l'Italie méridionale. Elles sont alors mises au service d'une terrible stratégie secrète. Fin 1969, les services secrets italiens et américains optent pour la stratégie de la tension, avec le soutien de groupes néofascistes et de la mafia. C'est le début d'une série d'attentats à la bombe dans des gares, des trains ou des rassemblements de masse. Officiellement, ce climat de terreur est mis sur le compte de la gauche italienne. En réalité, il s'agit de faire pencher l'opinion publique en faveur d'un homme fort qui prendrait la tête de l'État. L'Église se tait toujours. Pendant 150 ans, elle a respecté la loi du silence, contestant l'existence de la mafia, qu'elle qualifiait même d'invention des communistes. Seul le cardinal de Palerme, Salvatore Pappalardo, dénonce la collusion de l'Église, de la démocratie chrétienne et de la mafia. S'il est un homme politique qui nie toute implication, c'est Giulio Andreotti. 7 fois président du Conseil, ce démocrate chrétien de la première heure, formé par le Vatican, explique à mots couverts pourquoi l'Église et la démocratie chrétienne ont fait alliance avec tous les groupes anticommunistes depuis 1945, y compris la mafia. Dans les organismes catholiques, nous avions connaissance des persécutions religieuses pratiquées dans les pays où les soviétiques avaient pris le pouvoir. Et c'était donc une sorte de guerre préventive, afin que cela ne se répète pas en Italie. Ceci explique aussi l'engagement de l'Église dans les élections de 1948, dans les comités civiques. Il ne s'agit donc pas d'une invasion du domaine politique, mais d'une défense. Pour l'exprimer par une comparaison, comme les cultivateurs indépendants défendaient leurs terres contre les nationalisations, de même, les cultivateurs indépendants des âmes défendaient leur propre liberté et leur subsistance. En 1988, le cardinal Pappalardo déclare que les liens entre l'Église et la démocratie chrétienne d'une part et la mafia d'autre part sont incompatibles avec les fondements de l'état de droit et les principes du christianisme. En conséquence, il faut excommunier les mafieux.
Mais la population ne l'entend pas de cette oreille. Dans un quartier périphérique de Naples, des femmes s'opposent à l'arrestation de leur mari, membre de la Camorra. Elles accueillent les représentants de l'État au cri de « fuori », dehors. Pour elles, l'ennemi, c'est l'État. Que ce soit à Naples, en Calabre ou en Sicile, les deux seules grandes organisations à bénéficier d'un appui populaire sont la mafia et l'Église catholique. Sans réelle perspective d'avenir, les générations qui grandissent dans ces régions misent de plus en plus sur le trafic de drogue auquel se livrent leurs familles et leurs clans, acceptant ainsi de vivre dans la clandestinité, d'aller en prison ou d'être assassinés dans la fleur de l'âge. Comme à Duisbourg, en Allemagne, où de jeunes Italiens sont tués par l''Ndrangheta en août 2007. L'existence de l''Ndrangheta calabraise a longtemps été ignorée, puis largement sous-estimée. Aujourd'hui, c'est l'organisation mafieuse la plus puissante et la plus dangereuse d'Italie. À cette époque, la mafia calabraise ne possédait pas les moyens financiers d'entrer dans le marché de la drogue. La région était relativement pauvre et arriérée. Cette mafia a donc été obligée de se constituer un capital de départ pour accéder au marché de la drogue. Et c'est par l'industrie de la prise d'otages qu'elle l'a fait. En 10 années d'enlèvement, des centaines dit-on, elle a réussi à accumuler le capital nécessaire pour accéder au marché international des stupéfiants. Dans les montagnes de Calabre, les victimes d'enlèvement sont presque impossibles à retrouver malgré l'impressionnante mobilisation des forces de l'ordre. L''Ndrangheta investit l'argent des rançons dans des entreprises de travaux publics, ce qui lui permet ensuite de profiter des milliards que rapporte la modernisation de l'autoroute reliant Salerne à Reggio de Calabre. L''Ndrangheta est profondément ancré dans le catholicisme, à tel point que les chefs de clan se réunissent chaque année dans un lieu de pèlerinage des montagnes de l'Aspromonte. Si l'organisation étend ses ramifications dans le monde entier, ce n'est pas seulement dû à l'émigration, mais aussi à la volonté délibérée des clans. L''Ndrangheta n'est pas resté ici, à Africo, ni à San Luca ou à Plati. Des membres des clans ont été transférés, comme des filiales, dans les régions du Nord ou à l'étranger. L''Ndrangheta est l'unique organisation mafieuse italienne à posséder 2 ou 3 sièges. Le cœur et le cerveau sont ici, à Africo, mais l'autre partie d'Africo se trouve à Milan ou à l'étranger, où elle manipule d'incroyables quantités de drogue. Il faut considérer Africo dans sa dimension nationale et internationale si on veut comprendre ce qu'ont réussi à faire ces gens-là. Les choses ne changeront-elles jamais ? En Italie, la résistance contre le système mafieux s'organise, mais les résultats sont encore maigres. Ici, on peut lire « La mafia souille la Sicile ». C'est ce qu'on dit. C'est écrit sur l'affiche. Je n'ai pas encore lu cette affiche. C'est ce qui est écrit, c'est vrai ou non? Non, non. Sans la présence aussi importante de la mafia, votre vie serait-elle meilleure ou pire? Pire, à mon avis. Pire? Oui. Ce sont des gens aimables et aussi très pieux. Avec un chômage avoisinant les 70%, des centaines de milliers de personnes ne peuvent compter que sur les revenus du trafic de drogue et d'autres activités illégales. Les fonds publics sont détournés par un petit nombre, avec comme conséquence des déchets toxiques déversés dans des décharges sauvages ou dans la mer, des immeubles qui tombent en ruine, des côtes polluées et des sites naturels uniques dont on vantait déjà la beauté dans l'Antiquité, noyés sous des tonnes de béton. Ceux qui aspirent à une vie indépendante et tentent de s'affranchir de ce système criminel sont victimes de représailles. Dans ces conditions, toute évolution de la société est impossible. Tout espoir d'amélioration demeure lettre morte. Exemple, cette clinique de luxe servant à blanchir de l'argent sale. Construite par des hommes de paille avec de l'argent mafieux, elle a été saisie par la justice.
Elle était censée attirer de riches patients, mais aussi encaisser des subventions permettant de financer des soins coûteux. Conséquence pour le système de santé, une administration pléthorique et incompétente et un manque cruel de médecins et de personnel soignant qualifié. Résultat, des services entiers doivent être fermés dans les hôpitaux. Des équipements onéreux restent inutilisés par manque de personnel. Dans le sud de l'Italie, la population fait les frais de ce système. À la direction de la lutte anti-mafia, on ne se fait pas d'illusions. Malheureusement, les mafias ne sont pas un phénomène marginal comme les autres phénomènes criminels du reste de l'Europe, y compris le phénomène du terrorisme. Elles sont désormais une composante structurelle de notre société, une composante indispensable même, puisqu'elles sont l'interlocuteur nécessaire pour toutes les politiques menées par l'État en Italie du Sud. Rares sont ceux qui parlent aussi ouvertement de la mafia et refusent de se taire malgré la menace meurtrière. En Italie et en Europe, la majorité préfère se voiler la face et ignorer les rares voix qui s'élèvent. Pourtant, ce sont elles qui ont permis de comprendre le fonctionnement des mafias et de balayer l'idée qu'il s'agissait uniquement de crimes organisés. L'État mafieux est une réalité qui gangrène la société. Il est potentiellement aussi dangereux que n'importe quel système totalitaire. Mais il se cache et se camoufle pour essayer de faire oublier qu'il a des milliers de victimes sur la conscience. Pour les témoins que nous avons rencontrés, la mafia n'est pas seulement la survivance d'un folklore archaïque limité à des zones sous-développées d'Italie du Sud. Ce film leur est dédié. À eux et aux millions de personnes qui subissent le pouvoir des mafias et dont le nombre pourrait encore augmenter en Italie du Sud comme partout ailleurs. Il fut le premier à enquêter sur le flux d'argent occulte de la mafia. Sans lui et sans les magistrats qui l'a formé, nous ne saurions rien de la mafia. Sa fille Caterina est à son tour devenue magistrate. Il avait constaté l'existence d'une stratégie commune aux terribles homicides de ces années-là. Il s'était rendu compte que la mafia avait infiltré les divers secteurs de la société, comme par exemple les administrations, le monde politique, les institutions. Il avait bien compris que la mafia n'était pas seulement une organisation criminelle, mais également, hélas, une culture.
C'est lui qui a fait entrer dans le pool anti-mafia les magistrats Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui sont des références pour nos autres magistrats. Pour moi, c'était des collègues, mais aussi des amis. C'est une souffrance qui se renouvelle constamment. Même si de nombreuses années ont passé, cette douleur ne s'apaise pas. La beauté dans l'Antiquité, noyée sous des tonnes de béton. Ceux qui aspirent à une vie indépendante et tentent de s'affranchir de ce système criminel sont victimes de représailles. Dans ces conditions, toute évolution de la société est impossible. Tout espoir d'amélioration demeure lettre morte. Exemple, cette clinique de luxe servant à blanchir de l'argent sale. Construite par des hommes de paille avec de l'argent mafieux, elle a été saisie par la justice. Elle était censée attirer de riches patients, mais aussi encaisser des subventions permettant de financer des soins coûteux. Conséquence pour le système de santé, une administration pléthorique et incompétente et un manque cruel de médecins et de personnel soignant qualifié. Résultat, des services entiers doivent être fermés dans les hôpitaux. Des équipements onéreux restent inutilisés par manque de personnel. Dans le sud de l'Italie, siècle, les ouvriers agricoles et les paysans pauvres de Sicile se regroupent sous la bannière du tout jeune Parti socialiste italien. Le mouvement, basé à Corleone, a pour slogan « La terre appartient à ceux qui la travaillent ». Il est violemment réprimé par l'État. Les mafiosi reprennent dès lors leur rôle de gardiens de l'ordre au service des nobles et des grands propriétaires terriens. En 1915, ils assassinent sur ordre de leur patron, Bernardino Vero, le maire socialiste de Corleone. Dans le parc de Corleone, le buste de cet adversaire de la mafia est régulièrement la cible d'actes de vandalisme. Quelquefois même, il est volé. Il a fallu réinstaller la statue à plusieurs reprises. Elle a été plusieurs fois l'objet de vandalisme, parce que le personnage et l'œuvre de Bernardino Vero dérangent aujourd'hui encore la mafia de Corleone, qui est la plus ancienne mafia du fief. Il ne s'agit donc pas d'une invasion du domaine politique, mais d'une défense. Pour l'exprimer par une comparaison, comme les cultivateurs indépendants défendaient leurs terres contre les nationalisations, de même, les cultivateurs indépendants des âmes défendaient leur propre liberté et leur subsistance. En 1988, le cardinal Pappalardo déclare que les liens entre l'Église et la démocratie chrétienne d'une part et la mafia d'autre part sont incompatibles avec les fondements de l'état de droit et les principes du christianisme. En conséquence, il faut excommunier les mafieux. Mais la population ne l'entend pas de cette oreille. Dans un quartier périphérique de Naples, des femmes s'opposent à l'arrestation de leur mari, membre de la Camorra. Elles accueillent les représentants de l'État au cri de « Fuori », dehors. Pour elles, l'ennemi, c'est l'État. Que ce soit à Naples, en Calabre ou en Sicile, les deux seules grandes organisations à bénéficier d'un appui populaire sont la mafia et l'Église catholique. Sans réelle perspective d'avenir, les générations qui grandissent dans ces régions misent de plus en plus sur le trafic de drogue auquel se livrent leurs familles et leurs clans.
acceptant ainsi de vivre dans la clandestinité, d'aller en prison ou d'être assassinés dans la fleur de l'âge. Comme rares sont ceux qui parlent aussi ouvertement de la mafia et refusent de se taire malgré la menace meurtrière. En Italie et en Europe, la majorité préfère se voiler la face et ignorer les rares voix qui s'élèvent. Pourtant, ce sont elles qui ont permis de comprendre le fonctionnement des mafias et de balayer l'idée qu'il s'agissait uniquement de crimes organisés. L'État mafieux est une réalité qui gangrène la société. Il est potentiellement aussi dangereux que n'importe quel système totalitaire. Mais il se cache et se camoufle pour essayer de faire oublier qu'il a des milliers de victimes sur la conscience. Pour les témoins que nous avons rencontrés, la mafia n'est pas seulement la survivance d'un folklore archaïque limité à des zones sous-développées d'Italie du Sud. Ce film leur est dédié, à eux et aux millions de personnes qui subissent le pouvoir des mafias, et dont le nombre pourrait encore augmenter en Italie du Sud, comme partout ailleurs. Puissants. Elles ont le soutien des services secrets américains qui s'intéressent de près à l'Italie, membre de l'OTAN. Objectif, neutraliser les communistes, les syndicats et l'ensemble de la gauche, et prendre le contrôle de la presse, de la radio et de la télévision. L'homme fort de la loge P2 s'appelle Licio Gelli. Il a des relations avec la présidence américaine et les parrains de la mafia. À l'apogée de son pouvoir, l'homme de l'ombre commande aux services secrets italiens, à une partie des carabiniers et de l'armée. Parmi les membres de la loge secrète, on trouve le nom d'un entrepreneur milanais, un certain Silvio Berlusconi. C'était une vraie loge maçonnique, dont les membres étaient représentants des services publics, de la magistrature et des forces de l'ordre. Mais elle était infiltrée par des personnages très discutables, proches de clans et de groupes mafieux. Ce qui les unit, c'est la peur du communisme. Il faut comprendre la position de l'Italie pendant les années de la guerre froide. Ses frontières touchaient aux deux blocs, sont passantes. Di potere della nuova Repubblica. Il cavaliere Giuseppe Genco Russo è l'uomo che farà gli interessi dei mussumeli. Concittadini, votate il numero 8 della lista della Democrazia Cristiana. Votate Genco Russo. 20 ans plus tard, en 1968, une nouvelle tempête éclate. Le système démocrate chrétien vacille sur ses bases. On parle même de coup d'État militaire. Pour faire tourner son industrie, l'Italie du Nord a fait venir du Mezzogiorno des milliers de jeunes ouvriers pour les exploiter sans vergogne. À présent, ils se révoltent massivement, soutenus par les étudiants de gauche. Dans le Sud, la contestation dénonce le pillage et l'appauvrissement de la Calabre, l'un des bastions historiques de la mafia. Sur son territoire, l'Ndrangheta calabraise parvient à canaliser la révolte au mieux de ses intérêts. Mais entre 1968 et 1970, la démocratie chrétienne, la mafia et l'Église catholique voient vaciller le système qui leur permet de se partager le pouvoir. Dans le secret d'une loge maçonnique, elle prépare le passage de la démocratie à un système autoritaire, avec un président tout-puissant. Elles ont le soutien des services secrets américains qui s'intéressent de près à l'Italie, membre de l'OTAN. Objectif, neutraliser les communistes, les syndicats et l'ensemble de la droite. L'idéologie fasciste et son empire usurpé s'effondrent. Les mafias d'Italie du Sud ont à nouveau le champ libre. Leur âge d'or commence. Pendant ce temps, la branche américaine de la Cosa Nostra est à l'apogée de sa puissance.
Elle a fait fortune grâce au trafic d'alcool né avec la prohibition et au nouveau marché de la drogue. Des parrains légendaires comme Al Capone ont montré comment éliminer par la violence les concurrents, contrôler les marchés et corrompre politiciens et forces de l'ordre. L'un de ses parrains survit miraculeusement à un règlement de compte. Cette chance lui vaudra le surnom de Lucky Luciano. Pour éliminer tous les gangs rivaux, y compris les communautés italiennes organisées, il est encore plus violent que son modèle Al Capone. Il s'allie à Meyer Lansky, chef de la mafia juive. Avec des complicités de toutes origines, ils mettent la main sur les activités illicites les plus rentables du pays. Y compris celles interdites jusque-là par la mafia sicilienne, comme par exemple la prostitution.